Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour expliquer de manière la plus simple possible ce qu'est la blockchain. Alors avant d'aller plus loin, juste un petit rappel, n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo et vous abonner à la chaîne, vous le savez, c'est ce qui me permettra de propulser cette chaîne qui vient juste d'être lancée. Alors avant de rentrer dans le détail de la blockchain, je voudrais faire un petit rappel sur l'utilisation classique d'un ordinateur. Et vous verrez, ça nous permettra d'expliquer la suite. Lorsque vous utilisez un ordinateur et que vous produisez et sauvegardez des documents tels que des photos, des vidéos, un traitement de texte, des SMS, des contacts que vous modifiez, toutes ces données sont enregistrées dans le disque dur de votre ordinateur, dans le disque dur ou sur une clé USB qui pourrait être connectée donc à l'ordinateur. On parle alors de stockage local. Depuis quelques années également, vous avez la possibilité de sauvegarder directement, non pas sur le disque dur en local de votre ordinateur, mais de sauvegarder sur des espaces en ligne que l'on appelle le cloud. Alors le cloud, c'est quoi? C'est un espace de stockage au même titre que le disque dur, sauf que les données ne sont pas physiquement sur l'ordinateur, mais sont hébergées sur des espaces en ligne dont la responsabilité appartient à des fournisseurs de services. Alors vous connaissez très certainement des services comme Dropbox, mais aussi les clouds d'Apple, de Microsoft, de Google. Tous ces services sont proposés par ce que l'on appelle un tiers de service. Alors maintenant, pour vous parler de la blockchain, on va déjà la définir. La blockchain, c'est une technologie de transmission et de stockage de l'information. Voilà pourquoi je vous parlais du stockage sur un ordinateur, que ce soit en local ou en ligne. Et on va faire le parallèle avec la blockchain. Pour définir également ce qu'est la blockchain, on va essayer déjà mot pour mot de comprendre ce que cela veut dire. Blockchain, c'est en français une chaîne de blocs. Imaginez un livre constitué d'un certain nombre de pages. Ces pages vont être les fameux blocs. Lorsque vous allez transmettre de nouvelles informations à sauvegarder dans la blockchain, ces données vont s'inscrire dans un bloc qui existe à la suite d'autres informations qui auront déjà été inscrites. Et lorsque un bloc se termine, puisque chaque bloc a une taille limite, alors il y a un nouveau bloc qui va être constitué. Ces blocs sont reliés entre eux par des liens que l'on appelle les chaînes. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, vous avez ici différents blocs avec une numérotation des transactions à l'intérieur des blocs et chaque bloc se succède les uns aux autres. Et en aucun cas, on ne pourra supprimer les pages déjà existantes. Un bloc, lorsqu'il a été constitué, il est scellé. Lorsque vous allez envoyer une information sur la blockchain, celle-ci va devoir être validée, va être sécurisée par ce que l'on appelle des nœuds de réseau. Imaginez une blockchain comme un grand livre avec un certain nombre de pages et ce livre, en fait, il est dupliqué en une multitude d'exemplaires partout dans le monde. Pourquoi en une multitude d'exemplaires? Puisque justement, ce réseau est décentralisé. On n'appartient pas à un seul fournisseur de services, on est posé sur quelque chose qui est complètement décentralisé, qui est partagé par des utilisateurs comme vous, moi ou bien d'autres personnes sur un réseau, mais plus spécifiquement ce qu'on appelle des nœuds de réseau. Et ces nœuds de réseau vont avoir un rôle majeur dans la blockchain. En effet, lorsque vous allez transmettre la donnée, celle-ci va devoir être validée. Les nœuds de réseau sont également ce que l'on appelle des mineurs. Ces mineurs ont un rôle fondamental. Toutes les transactions, toutes les données qui sont soumises à la blockchain doivent tout d'abord être vérifiées, validées avant d'être scellées dans la blockchain. Alors comment ça se passe? On va essayer de prendre un exemple pour illustrer qui devrait vous parler. Imaginons, je dois faire un virement, une transaction de 200 € envers une autre personne. Pour cela, je vais la soumettre à deux experts comptables. Ces experts comptables vont avoir une mission qui va être de contrôler le transfert d'argent que je veux envoyer et de vérifier qu'il respecte un certain nombre de normes. L'expert comptable numéro 1 et l'expert comptable numéro 2 se mettent en action et le premier d'entre eux qui effectue la tâche de contrôle, à ce moment-là, fait l'équivalent d'un répondre à tous pour en informer moi-même qui ai fait la demande de transaction, mais il va également en informer l'autre expert comptable pour lui dire « Moi, j'ai validé la transaction, j'ai terminé ma mission, elle est conforme à ce qu'elle est
censé faire, à ce moment-là, on verrouille l'information et elle est déposée dans la blockchain. Et plus aucun autre nœud de réseau ne peut venir valider cette information qui a déjà été scellée dans la blockchain. Le mineur qui a effectué cette transaction doit être récompensé. C'est à ce moment-là qu'on parle de frais. On le verra plus tard lorsqu'on utilisera des mécanismes de transaction. Quand vous ferez un dépôt d'informations sur la blockchain, notamment dans l'univers des crypto-monnaies, il y aura des frais. Eh bien, ces frais sont ceux qui récompensent les mineurs qui valident sur leur nœud de réseau. L'avantage de la blockchain, au-delà du fait qu'elle soit décentralisée, c'est le fait qu'elle soit surtout transparente. En effet, ce fameux livre, ce fameux registre de traitement est accessible par n'importe qui souhaite consulter toutes les transactions depuis son origine, de manière à apporter une vraie traçabilité, une véritable transparence. Ainsi, imaginons un Bitcoin qui a été acheté en 2012 entre une personne et une autre, et bien aujourd'hui, on peut consulter ce registre, on peut consulter la blockchain et nous verrons qu'effectivement, en 2012, telle date, entre telle et telle personne, il y a eu la fameuse transaction puisqu'elle est scellée, enregistrée dans la blockchain. Alors aujourd'hui, la blockchain est fortement associée à l'univers des crypto-monnaies. Je vous parlais là du Bitcoin. Toutes les crypto-monnaies et les crypto-actifs qui existent, qui se créent et qui s'échangent sont adossés à une ou une autre blockchain. Je ne l'ai pas dit, mais il existe plusieurs blockchains. Aujourd'hui, on va faire simple, on va parler de la blockchain en général. Donc la blockchain, elle est surtout adossée à l'univers des crypto-monnaies, mais elle est aussi utile pour tout un type de processus et de projets informatiques. Nous le verrons dans la deuxième partie de cette vidéo. On essaiera de lister des grands thèmes qui sont déjà aujourd'hui pratiqués dans l'informatique traditionnelle et l'on verra ce que la blockchain va apporter à ces sujets. Alors regardez, je vous ai fait quelques petites captures d'écran et je vais essayer simplement d'illustrer ce que je viens de vous dire. Tout d'abord, vous avez le principe d'une architecture centralisée avec un tiers de confiance. Imaginez votre ordinateur qui fait appel à un service de stockage en ligne tel que Dropbox. Le serveur de Dropbox est ici et les échanges qui s'effectuent entre votre ordinateur et ce tiers de confiance sont directs. Il y a une relation entre votre ordinateur et cet acteur, ce tiers de service. Dans le cas d'une architecture décentralisée, là nous sommes sur des cœurs de réseau qui vont venir vérifier les transactions soumises par les différents utilisateurs du réseau et une fois qu'une validation a été faite par l'un des mineurs, il y a une synchronisation de toutes les données de manière à ce que la blockchain reprenne ces informations et soit dupliquée sur l'ensemble du réseau de manière décentralisée. Un autre exemple pour illustrer le principe de centralisation et de décentralisation, ce sont des plateformes d'achat. Vous avez ici Amazon, vous avez ici eBay. Si on regarde la plateforme Amazon qui se veut centralisée, vous avez la plateforme d'achat sur laquelle vous allez chacun pouvoir venir effectuer un achat selon le produit qui vous intéresse. Il s'agit bien d'une plateforme qui a centralisé l'ensemble de ses produits et vous venez passer un achat auprès de la plateforme Amazon. Dans le deuxième exemple, avec eBay, vous avez là des vendeurs et des acheteurs qui sont mis en lien par la plateforme eBay et vous avez donc l'équivalent de nœuds de réseau qui sont en fait chaque petite boutique de chaque utilisateur. Là, ce n'est plus un seul marchand unique, c'est réellement différentes petites places de marché à laquelle vous allez venir choisir vos produits et le consommateur fait son choix parmi plusieurs vendeurs. Voici ce que l'on appelle donc dans la centrale d'achat le mode décentralisé, à la différence d'Amazon. Alors deuxième exemple, je voudrais vous parler d'une transaction bancaire telle que vous la pratiquez aujourd'hui avec les banques traditionnelles. C'est ce que nous avons ici dans le système classique centralisé et ce que nous allons trouver dans un système décentralisé avec la blockchain. Encore une fois, on va essayer de faire les choses simplement. Vous avez la personne A qui doit envoyer la somme de 100 € à la personne B. Lorsqu'on est dans le système actuel, la personne A en informe sa banque
en lui indiquant « je dois virer 100 € à cette personne ». Ainsi, la première banque effectue un transfert d'argent à la deuxième banque et la deuxième banque en informe son client qu'il a reçu sur son compte la somme de 100 €. Ce système-là est dit centralisé puisque nous passons par des intermédiaires que sont les banques respectives de la personne A et la personne B. Dans un système décentralisé, en utilisant la blockchain, on va donc parler des crypto-monnaies. Imaginons la personne A qui doit envoyer un bitcoin à la personne B. Elle va utiliser ce qu'on appelle un exchange, une plateforme d'échange de cryptoactifs. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, qui sont en fait des sites internet, des outils qui permettent d'acheter, stocker ou vendre de la crypto-monnaie. Et bien cette personne A, en utilisant cette plateforme, va transmettre l'information à la blockchain. Et comme je vous le disais, il y a plusieurs cœurs de réseau que constitue la blockchain qui vont se disputer, qui vont mener une compétition de manière à ce que le plus rapide d'entre eux, le mineur qui va être le plus performant, valide la fameuse transaction. À partir du moment où un cœur de réseau a validé la transaction et l'a signée de manière cryptographique, alors elle s'inscrit dans la blockchain et le réseau se synchronise et cette information-là se duplique dans l'ensemble des cœurs de réseau. C'est ce que je vous disais au niveau de la blockchain. Il y a au niveau de la sécurité une réplication des données quasiment en temps réel. Ainsi, la personne B voit sur son propre compte de crypto-monnaie qu'elle a bien reçu le bitcoin qu'elle attendait de la première personne. La différence également donc entre ces deux exemples, c'est le temps de traitement. Lorsqu'on utilise un système décentralisé, on aura à peine une dizaine voire une vingtaine de secondes de traitement sur la blockchain, le temps que les mineurs fassent leur vérification et que cela soit scellé dans la blockchain, alors que lorsqu'on est sur un système dit centralisé, eh bien vous connaissez parfois les temps de traitement qui peuvent être de quelques jours. On aura également un avantage en termes de frais, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, les rares frais que l'on peut avoir sur la blockchain sont des frais qui vont permettre de commissionner et de rémunérer les mineurs qui valident la transaction. Lorsqu'on est dans un système centralisé, eh bien chaque tiers que vous utilisez peut prendre ses commissions et c'est également une différence majeure entre le monde décentralisé et le monde centralisé en termes de finances. Alors dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons essayer de dresser un certain nombre de thèmes que vous connaissez bien évidemment et on va voir comment la blockchain peut changer ce mode de fonctionnement. Alors on va reprendre rapidement la liste de tous les sujets que j'ai pu lister qui aujourd'hui existent dans la vie quotidienne et qui demain peuvent être interprétés dans la blockchain. On ne va pas rentrer dans le détail, ça fera l'objet d'autres vidéos, mais je tenais quand même à vous les citer rapidement. La finance, on en a parlé, la blockchain va permettre d'offrir des paiements instantanés, quasi gratuits et sans intermédiaire. C'est l'objet des crypto-monnaies, on en reparlera un peu plus tard. Nous avons également l'industrie alimentaire et l'industrie du luxe. Dans ces deux sujets, la préoccupation est de pouvoir tracer le produit et d'assurer que, au niveau de l'industrie alimentaire, par exemple, vous avez bien la traçabilité qui est assurée de la chaîne alimentaire de l'abattage à l'emballage. Concernant cette fois-ci l'industrie du luxe, l'enjeu est d'assurer au client final que le produit qu'il a acheté n'est pas contrefait. Ainsi, lorsqu'il va acquérir un produit, il va avoir un numéro de série et l'utilisateur final pourra interroger la blockchain et s'assurer qu'il s'agit bien d'un original et non pas d'une copie. Sujet également qui est d'actualité, le vote électronique. Demain, on peut très bien imaginer que les électeurs voteront sur Internet et que le vote qu'ils ont saisi sera enregistré dans la blockchain avec tous les avantages que ça comporte. Autre sujet, la santé. Vous le savez, aujourd'hui, les vaccins sont notamment tous consignés. Il y a des lots, il y a des numéros de série. Si demain, ces lots, ces numéros de série, ces informations sont inscrites dans la blockchain, encore une fois, c'est un gage de certification qu'on ne pourra pas remettre en question et ça permettra vraiment d'assurer le suivi médical et le dossier médical du patient qui sera inscrit dans la blockchain. Nous avons également des sujets comme l'art, la musique, le jeu vidéo qui petit à petit commencent également à rejoindre l'univers de la blockchain. Ce sont des univers dits physiques où aujourd'hui une œuvre musicale s'écoute ou un dessin
se consulte, un tableau se consulte, mais ces produits petit à petit vont être digitalisés et on va pouvoir assurer l'authenticité également de ces produits et de ces œuvres. On parlera alors de NFT qui sont les Non-Fungible Tokens, c'est un sujet un peu barbare mais on aura l'occasion d'en reparler. Le principe, s'il fallait retenir aujourd'hui ça, c'est qu'on va caractériser le produit, on va caractériser le tableau, on va le digitaliser. Et par exemple, si vous avez un artiste de main qui fait une œuvre sur sa tablette, qui dessine un tableau sur une tablette et qui produit donc un fichier numérique, cette œuvre sera unique, elle aura des caractéristiques qu'aucun autre fichier n'aura et on parle bien d'un NFT qui se revend après sur des places de marché dédiées à ça. L'univers des jeux vidéo également est en train d'atterrir sur la blockchain et là par exemple, un exemple que vous devriez comprendre, prenez le cas d'un jeu vidéo où il s'agit de mener une conquête, une aventure. Vous avez l'utilisateur, le joueur, qui a un personnage avec ses caractéristiques et qui petit à petit, au fur et à mesure de l'aventure, va avoir des pouvoirs qui vont venir enrichir le personnage. Ou alors ce personnage va avoir également une nouvelle armure, un nouveau bouclier, une épée qui va être de plus en plus forte. Eh bien, ce personnage va avoir de plus en plus de valeur, à la différence d'un autre joueur qui va être peut-être moins performant dans le jeu et qui ne va pas savoir développer le personnage avec ces mêmes caractéristiques. Eh bien, les jeux vidéo vont permettre de même de valoriser ces personnages, de donner des caractéristiques numériques, de la valeur et de donner un côté rare à la valeur du personnage. Et si demain le joueur 1 souhaite vendre à quelconque autre joueur son personnage, avec ses valeurs, avec ses avantages, il pourra le faire sur des plateformes dédiées à ça. Ainsi, un néophyte qui va vouloir de suite rentrer dans un niveau de jeu important alors qu'il n'a passé aucune minute et aucune heure, va pouvoir acquérir un personnage qui a été développé par un autre utilisateur, qui aura été déposé sur la blockchain, dont l'industrie du jeu vidéo va se saisir. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir également utiliser ce qu'on appelle des NFT, qui sont des objets numériques à valeur unique entre différents utilisateurs. Alors désormais, on va parler du sujet du sport. Alors on pourrait avoir encore d'autres sujets, mais on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce dernier sujet qui est celui du sport. Je vous envoie et je vous laisse consulter cette petite vidéo. On en reparle après. Chose sur le volet financier. On parle très fugacement de blockchain. Alors là encore, c'est un concept un peu compliqué à saisir, en tout cas pour moi. Je comprends qu'il s'agit de l'utilisation en réseau de données personnelles des utilisateurs des différents services. Vous avez raison de le dire, que le système des tokens, et je l'ai découvert comme vous, avec la même, comment dirais-je, la même distance, le système des tokens peut leur permettre de développer un budget. Qu'est-ce que c'est les tokens? C'est la vente d'actions, de mini-actions du club. Et cette vente, si vous achetez un token 100 €, je connais déjà quelqu'un qui m'a dit « moi je veux un token », si vous achetez un token 100 € et si vous en vendez 10 000, ça vous apporte du capital pour le club et ce capital peut s'évaluer, se dévaluer aussi. Et s'évaluer, c'est comme une action. C'est comme si vous achetez une action modeste du club. Ils pensent que si on développe les performances, l'image du club, la réputation du club, alors il y a des gens, beaucoup de gens qui vont venir, qui vont être heureux d'avoir une action du club, y compris pour voir cette action monter. Alors voilà, je voulais vous montrer cette petite séquence pour vous montrer la difficulté de comprendre ce qu'est un token et quel est le rôle que cela peut avoir dans un club de sport. Je vais essayer de vous donner quelques exemples pour essayer de comprendre. Un token, c'est un jeton, l'équivalent effectivement d'une action en bourse, comme l'a dit Monsieur le maire. Les gens vont pouvoir acquérir un ou plusieurs tokens à un prix qui est défini et ce prix va pouvoir évoluer à la hausse ou à la baisse. En fonction du nombre de jetons pris par chaque supporter, chacun va avoir dans son portefeuille numérique une certaine valeur. L'avantage d'avoir constitué cette valeur, c'est de pouvoir demain l'utiliser pour acheter ses billets au stade,
pour pouvoir consommer lors de l'événement, que ce soit des boissons, que ce soit au niveau de la restauration, mais aussi en termes d'achat de produits dérivés par exemple. Alors le token va également permettre de créer un lien entre le supporter et le club. Prenons l'exemple du club qui veut soumettre à l'avis des supporters du choix du maillot. Chaque supporter qui dispose d'un certain nombre de tokens vont pouvoir voter, ce vote qui va s'inscrire donc dans la blockchain, avec les avantages que je citais tout à l'heure. Eh bien, chaque supporter, en fonction du nombre de tokens, vont tous avoir un pouvoir de décision plus ou moins fort. À la fin, on comptabilise les votes et c'est ainsi que la couleur et le design du maillot ont été choisis par les possesseurs et les supporters disposant de tokens. Alors, dans l'idée toujours de proposer aux supporters un choix quelconque, on peut lui demander par exemple quel est le joueur qui va vouloir avoir lors d'une interview à la fin d'une rencontre ou bien en semaine en conférence de presse. Là encore une fois, c'est le supporter qui propose de choisir le joueur interviewé. Alors, autre exemple un peu plus sensible entre guillemets, c'est dans le recrutement. On peut imaginer que le club à un moment donné interroge ses fans, ses supporters sur le profil de joueur à acquérir et il y a un doute entre tel type de poste et tel type de poste. Ça peut être le supporter qui dispose de tokens qui va venir donner son avis. Enfin, on va pouvoir également récompenser les supporters. En effet, tous ceux qui s'expriment par le biais de leurs tokens, par le biais de votes électroniques au niveau du site, au niveau du club, vont pouvoir demain être fidélisés, être récompensés. On peut imaginer des classements. On va pouvoir demain les récompenser soit en token, leur faire une redistribution marchande qui demain va leur permettre à nouveau de réacheter des places, réacheter des produits et des produits dérivés, ou bien les récompenser par des cadeaux qui seront effectivement proposés directement par le club. Voilà, on n'a certainement pas fait le tour de tout ce qui peut demain être imaginé au niveau de la blockchain pour le sport. En tout cas, ces quelques exemples nous ont, je l'espère, permis d'y voir un petit peu plus clair. Voilà pour cette vidéo, c'est tout. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous aurons l'occasion de traiter d'autres sujets plus tard. En tout cas, aujourd'hui, si ça vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce vers le haut et également de vous abonner à cette chaîne. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci.